Salut, ça va ou quoi? C'est Renou. Merci beaucoup de nous suivre dans ce podcast. On a eu des retours intéressants pour les podcasts passés. N'hésitez pas à nous écrire, à nous écrire par courriel si vous avez des recommandations, des idées de thématiques. Ce sera avec grand plaisir que nous allons nous y pencher. Donc beaucoup l'attendaient, nous y sommes maintenant, c'est le chapitre 4. Donc le modèle des grandes entreprises, une question de travail d'équipe et de bons modèles d'affaires. Nous avons interrogé notre spécialiste Théa en bonne et due forme aujourd'hui, qui va nous justement éclairer, comme elle le fait souvent, sur les bonnes pratiques en matière d'entreprise. Donc, merci beaucoup, Monsieur Darvaux. Comment vas-tu, Théa, aujourd'hui? Ça va bien et vous? Écoute, ça va très bien, merci. Est-ce que tu es prête à nous éclairer comme d'habitude? Allez, c'est parti. Formidable. Je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Une question que les gens se posent peut-être, parce que je me rends compte qu'on n'a pas précisé vraiment cela, c'est quoi ta fonction de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais en fait concrètement actuellement dans ton poste? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui suis-je? Moi, en fait, tout simplement, je suis passée par un parcours de relations internationales. On est venu me chercher à la fin de mes études, donc pour venir ici à Montréal, au Canada. Et je suis devenue directement responsable de projet. Donc à partir de là, j'ai dû mener à bien les restructurations complètes de modèles d'affaires, les orientations stratégiques, les orientations opérationnelles, tout ce qui a été la mise en place de OKR, de KPI, etc. Et sinon, à côté de ça, pour notre start-up, du coup, je travaille surtout en termes de stratégie, développement d'affaires, donc plus le rôle de CEO, CO un peu mélangé quand même. De toute façon, ça c'est un peu, c'est toujours un petit peu renvoyer la balle entre Marvin et moi parce qu'on est très complémentaires. Donc c'est ça, moi je suis plutôt spécialiste du coup sur tout ce qui va être vraiment orientation d'affaires, stratégie d'affaires, développement des affaires, etc. Donc c'est un petit peu ça. Quel parcours incroyable. On se demande comment tu fais autant de choses en même temps. Moi aussi. Très bien, merci pour ta réponse. Je pense que nous allons sans plus tarder aller à la deuxième question. Donc, où est-ce que tu as acquis tes connaissances au modèle d'affaires et plan d'affaires? Comment est-ce que tu les as consolidées vraiment? Est-ce que c'est uniquement dû à ton parcours? Est-ce que tu as des expériences particulières pour ça? D'où te vient cette compétence? L'école de la vie. Non, en soi, c'est clair, oui, c'est la plus belle école. Non, j'ai commencé très jeune, surtout grâce à mon père. Mon père qui a plusieurs entreprises aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire et dans le bio. Et ce qui fait qu'en fait, dès petite, il m'a toujours un peu amenée avec lui. Il faut savoir qu'avec mon père, on a une relation un peu très de meilleur ami entre guillemets, donc en fait j'ai toujours suivi mon père sur ses pas. Il m'a toujours amené en rendez-vous avec lui, il m'a appris beaucoup de choses en stratégie que je ressors beaucoup aujourd'hui dans mon day by day et dans ma vie professionnelle tout simplement. Donc ce qui fait que j'ai acquis toute mon expérience sur le terrain, donc j'ai pas nécessairement fait de la théorie en cours. Et je pense que c'est un peu un leurre aussi de faire de la théorie en cours, surtout dans le monde des affaires. Il n'y a pas meilleure école que le terrain. Il n'y a pas meilleure école que mettre en application ce que tu es en train de produire ou de créer. Donc si j'ai un conseil à donner, en vrai, pour les jeunes, faites des stages d'été, faites des pratiques sur vos périodes de vacances, parce que c'est vraiment la meilleure école pour mettre en application vos connaissances. Et puis pour apprendre encore plus de choses, parce qu'il faut savoir que oui, effectivement, les cours sont bien, je ne vais pas cracher là-dessus, mais je pense que si tu veux vraiment devenir un entrepreneur et si tu veux vraiment percer avec tout simplement ton idée ou le projet que tu es en train de créer, va sur le terrain. Vraiment, j'ai pas de meilleur conseil que va sur le terrain et lâche tes cours, lâche tes théories, parce que c'est pas ça qui va te faire manger, c'est pas ça qui va te faire performer, quoi. Donc c'est un petit peu ça, je dirais.
On remarque que, et même nous dans notre cercle, encore jusqu'à maintenant, dans des rencontres entre entrepreneurs, que les gens ont souvent très peur de cette étape, modèle d'affaires, plan d'affaires. Les gens sont souvent perdus. Oui. Donc, j'aurais quelques questions. Donc, déjà, c'est quoi la nuance entre modèle d'affaires, plan d'affaires et pourquoi c'est important pour une entreprise? Le modèle d'affaires, ça va vraiment être... pour expliquer un petit peu, le modèle d'affaires, c'est vraiment... tu vois la carte au trésor quand tu étais petit, qu'on te donnait pour aller chercher ton trésor là. Ouais. Tu devais suivre plein d'étapes, tu sais, avant d'arriver au trésor, on est d'accord. Mais c'est la même chose, le modèle d'affaires. Si tu veux atteindre ton succès, tu as une carte à créer sur plusieurs items, on va dire, qui sont primordiaux, où tu n'as pas le choix d'y répondre. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre descriptive mon modèle d'affaires que moi je fais depuis 2-3 ans maintenant et qui est très performant. Donc si vous passez toutes les étapes, il y a 5 étapes en tout et chaque étape a des sous-parties et chaque sous-partie a encore des sous-parties avec des questions. Mais honnêtement, je l'ai éprouvé et plus qu'éprouvé ce modèle d'affaires, je l'ai custom, je l'ai modifié, je l'ai arrangé. Mais il est quand même assez... En fait, il va vous permettre vraiment de répondre à toutes les questions que vous devez mettre dans votre modèle d'affaires, donc toutes les réponses que vous devez mettre dans le modèle d'affaires. Je vous le mettrai dans la barre descriptive en lien, c'est un Word auquel vous pourrez passer. Et la différence du coup avec le plan d'affaires, c'est vraiment un document maximum de 40 pages, alors que ton modèle d'affaires, il peut faire très bien 200 pages, on s'entend, il peut faire 50, 100, 200, 300, 400, enfin autant d'infos que tu as besoin de mettre dedans. De toute manière, tu regrouperas tout sur un Canva, du coup après divisé en plusieurs parties que je vais expliquer après. Mais le plan d'affaires, il fait pas plus de 40 pages. Et le plan d'affaires, c'est vraiment ce que tu vas amener aux investisseurs, c'est ce que tu vas amener à tes partenaires, à ta clientèle, que tu vas devoir rédiger à chaque fois en fonction tout simplement du type de personne à qui tu t'adresses et dans quel contexte tu t'adresses. Donc c'est un peu comme un résumé. Mais encore là, il faut différencier aussi le plan d'affaires du plan stratégique, du plan d'entreprise. Ce sont encore d'autres choses différentes. Si vous voulez, on vous fera un podcast sur ces plans-là. Si jamais vous le souhaitez, du coup on pourra vraiment vous expliquer toute la nuance. Mais le modèle d'affaires, ça va être vraiment ta feuille de route, ton plan au trésor, ça va être vraiment ça. Donc c'est assez long à faire là, honnêtement, on va pas se mentir. Un bon modèle d'affaires, si tu veux vraiment qu'il soit performant et efficace, ça va te prendre minimum entre 4 à 6 mois de le rédiger. Un modèle d'affaires, ça va être un modèle d'affaires qui décrit comment une entreprise est créée, qui fournit et capture la valeur. Un modèle d'affaires va aussi se concentrer sur la logique fondamentale dans la façon dont une entreprise va générer des revenus et réaliser des bénéfices. Et ça met en évidence aussi les composantes clés de ton entreprise, par exemple comme les segments de clientèle, la proposition de valeur, les canaux de distribution, la source des revenus, etc. On en reviendra après. Et c'est vraiment comme une carte qui montre comment l'entreprise fonctionne dans son ensemble. Alors que le plan d'affaires, c'est vraiment un document qui est détaillé, qui établit la stratégie globale de l'entreprise, ses objectifs à court et moyen terme, à la différence du modèle d'affaires où ça va être vraiment sur du long terme. Il inclut aussi des sections sur les descriptions de ton entreprise, l'analyse du marché, la stratégie marketing, le plan opérationnel et le plan financier. Ça fournit donc des détails qui sont spécifiques sur la façon dont l'entreprise prévoit d'atteindre ses objectifs, y compris les actions concrètes, par exemple, à entreprendre et les ressources nécessaires. En fait, c'est un peu comme un itinéraire qui est détaillé et qui indique étape par étape comment ton entreprise va atteindre ses objectifs à court et moyen terme, alors que le modèle d'affaires, comme je l'ai dit, c'est à long terme, plus. Est-ce que le modèle d'affaires, c'est un document figé que tu rédiges une fois, comme une Bible et tout, et qui ne change pas, et sur lequel tu t'inspires ou alors oui et non. Non, parce que tu as les restructurations de modèles d'affaires qui sont menées au bout de X années, parce que forcément ton entreprise a évolué.
sa capacité à évoluer, ses ressources humaines ont évolué, ses stratégies de vente, ses canaux de distribution, ses partenariats, etc. Donc non, tu es obligé à un moment donné de faire une restructuration du modèle d'affaires parce que tu peux plus, par exemple, tu vas pas utiliser le même modèle d'affaires que tu as fait année 1 à l'année 10. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais par contre, tu vas t'inspirer de l'année 1 pour rédiger ton année 10, par exemple, mais en mettant tous les nouveaux fournisseurs, par exemple, tous tes nouveaux partenariats, toutes tes stratégies, ton audience, par exemple, les gens que tu cibles, etc. Tu es obligé de faire évoluer ton modèle d'affaires. Je te dirais, si vraiment tu veux être vraiment proactif, un bon modèle d'affaires, moi, honnêtement, c'est ce que je fais. Je le restructure tous les ans, mais je prends juste le Canva. Je prends pas le dossier en soi, tu vois. Je prends pas les 200 pages du modèle d'affaires, mais je mets des updates, par exemple, d'année en année. Et sur le Canva, par contre, le Canva, lui, je le refais tous les ans pour être sûr d'avoir, en fait, mes différents modèles d'affaires, pouvoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où j'ai retiré des bénéfices, là où j'ai eu le plus de revenus, là où ça m'a coûté le plus cher, par contre, donc mes coûts, etc. Donc je te dirais que si vraiment tu veux être performant, tu restructures ton Canva de modèle d'affaires tous les ans. Par contre, ton modèle d'affaires, ce que tu fais, c'est mettre des updates par rapport à surtout ta structure de coûts de revenus, par rapport à tes fournisseurs, etc. Comment construire un bon modèle d'affaires ? Alors, du coup, comme je l'ai dit, il faut que tu penses à ta fameuse carte qui va te mener au trésor. Ton modèle d'affaires, c'est un petit peu ça, vraiment. Donc, tu vas entamer avec ton entreprise le voyage vers ton fameux trésor. Donc, c'est une carte qui va être détaillée de comment ton entreprise va fonctionner, en mettant en évidence tous les aspects de ton activité, les clients, le produit et service que du coup tu fournis ou tu vends, et en fait, tout simplement, afin d'atteindre ton plein potentiel et du coup ton succès avec ton modèle d'affaires. Donc, avant de rédiger ton modèle d'affaires, tu vas te poser quelques questions. Donc déjà, tu vas essayer de comprendre les fondamentaux de ton entreprise. En fait, tout simplement, tu vas plonger dans les mécanismes internes de ton entreprise. Tu vas identifier les processus clés, les ressources disponibles et les relations avec les clients. Et en fait, avec cette compréhension qui va être du coup plus approfondie, ça va t'aider vraiment à articuler clairement de manière précise en fait quel type d'entreprise tu es en train de créer et en fait comment tu vas capturer et délivrer la valeur que tu es en train de créer. D'accord ? Donc ça, c'est très important avant de rédiger. Ensuite, tu vas faire une analyse de marché et de la concurrence. Très important parce que si tu n'as pas fait ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit dans le modèle là que je vais vous mettre en description, il y aura toutes les questions que vous pourrez passer pas à pas. Du coup, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Du coup, il faut vraiment que tu aies une connaissance en fait approfondie de ton marché dans lequel tu vas opérer. Et c'est vraiment essentiel d'identifier tes concurrents, leurs forces, leurs faiblesses et de repérer du coup les opportunités ou les menaces qui pourraient du coup arriver lorsque tu vas lancer ton produit. Et ensuite, tu vas définir vraiment ta proposition de valeur unique. Tout simplement, tu vas te demander qu'est-ce qui te distingue de tes concurrents. C'est tout. C'est la seule question que tu te poses. C'est quoi ton élément de différenciation ? Et ensuite, tu vas segmenter du coup ton marché cible. Tu vas reconnaître que tous les clients ne sont pas identiques et essentiels. Ça, c'est très important. Donc, tu segmentes ton marché en groupes plus ou moins homogènes et en clients similaires en fait, qui vont répondre du coup à un même service ou produit que tu es en train de faire. Comme ça, tu sauras comment axer ton message et tu sauras comment aller les prospecter tout simplement. Après, tu vas établir des partenariats clés avec des canaux de distribution efficaces. Donc là, tu prends une liste, tu prends une feuille blanche, tu identifies tous les partenaires de tes rêves pour ton entreprise et tu commences à faire comme un épurage de manière stratégique. C'est-à-dire, pareil, là, tu vas noter les forces et faiblesses de chacun de tes partenaires, qu'est-ce qui pourrait t'apporter, à quelles ressources tu as accès en signant un partenariat avec ces personnes-là. Et ensuite, tout simplement, tu as juste à distribuer à travers ces canaux-là. Après, tu vas évaluer la viabilité financière, parce qu'un bon modèle d'affaires qui est bien réussi, il doit être économiquement viable.
On s'entend jusqu'à présent. Donc, il faut que tu analyses tes coûts et tes revenus, mais aussi les sources de financement potentiels qui vont permettre à ton entreprise en fait de générer un profit durable et à long terme. C'est pas une mince affaire, mais t'inquiète pas Loulou, j'ai la solution pour toi. Du coup, c'est quoi un Canva de modèle d'affaires? Eh bien du coup c'est très simple. Moi je sais que j'aime beaucoup utiliser, pareil je vous le mettrai dans la barre de description, j'aime beaucoup utiliser par exemple le Canva de modèle d'affaires responsable de l'Université Laval il me semble, qui est un très 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 bon Canva. En fait la matrice du modèle d'affaires responsable elle est comme suit. Premièrement tu vas avoir comme 4 groupes à identifier. Donc comme on avait dit, les partenaires clés, les parties prenantes, les activités clés, la gouvernance et les ressources clés. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, les partenaires clés, et les parties prenantes, pardon. Donc, en fait, c'est vraiment quel partenaire contribue le plus significativement au succès de ton modèle d'affaires. Donc, comment ils t'aident tout simplement à réaliser tes activités clés, quelles ressources ils vont te fournir, et qu'est-ce que tu vas leur offrir aussi en contrepartie. Dans tes activités clés, par exemple, c'est quoi les tâches principales et dans quel ordre de priorité aussi elles doivent être réalisées ces tâches. Donc ça, tu les listes. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour l'instant. Quand tu commences, c'est normal que ce ne soit pas parfait. Mais au fur et à mesure, ça va vraiment s'affiner et du coup, tu vas pouvoir vraiment devenir de plus en plus proactif et pouvoir planifier tes activités clés. Ensuite, tu vas avoir la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est vraiment quelle est la forme juridique de ton entreprise. Et les ressources clés, c'est quelles sont les ressources, par exemple, je ne sais pas, naturelles, intellectuelles, matérielles, économiques, humaines, qui sont nécessaires à l'exécution de tes activités clés. Une fois que tu as fini cette partie-là, ce que tu vas faire, c'est vraiment aller dans la partie du coup droite du Canva. Et là, ça regroupe 5 choses. Donc, les 5 choses sont la proposition de valeur, la relation clientèle, le segment de la clientèle, les canaux et les utilisateurs et bénéficiaires. Donc, pour la proposition de valeur, surtout, tu vas te concentrer sur en quoi consiste ton produit et ton service. C'est quoi la valeur là que tu es en train de livrer à ta clientèle et qui est ta clientèle cible tout simplement. Donc, en fait, avec ça, ça va te permettre du coup d'arriver au segment de clientèle. Donc, là, tu les classes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, quelle relation clientèle tu veux, en fait, tout simplement. Donc, quelles sont les stratégies pour rejoindre, fidéliser la clientèle de tes rêves. Finalement, après, tu vas te demander par quel canal tu vas distribuer ça. Donc, tout simplement, par quel canal tu vas distribuer ton produit ou ton service. Et ensuite, tu vas rédiger la partie des utilisateurs et bénéficiaires. Donc, au-delà de ta clientèle, est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs de ton produit-service? Parce que ça peut arriver. Et en quoi, en fait, ça va impacter aussi ton modèle d'affaires? Il faut que tu réfléchisses à ça parce que, certes, tu as défini ta clientèle cible, mais peut-être que ton produit ou service va rejoindre d'autres types de personnes auxquelles tu n'avais pas du tout pensé. Donc, si tu veux être vraiment proactif, encore une fois, essaye de te poser toutes les questions, de décortiquer. C'est un peu, les devs comprendront, là, c'est comme quand tu testes et tu casses, là c'est pareil, genre teste ton modèle d'affaires, casse-le. Parce que quand tu as le nez dedans, ta solution elle est magnifique, c'est parfait, oui c'est génial, tu as le produit du siècle. Non, Loulou, t'as pas le produit du siècle. Je te ramène sur terre. Mais par contre, si tu casses ton modèle d'affaires et que tu le testes et que t'es un peu et tu fais l'avocat du diable, tu vois, vraiment tu te critiques, là peut-être que tu vas avoir le produit qui va changer le monde, tu vois, mais parce que en fait tu te seras tellement cassé tout seul que du coup tu vas anticiper toutes les réponses, toutes les options, toutes les ressources limites qui sont nécessaires à ton succès. Ensuite, tu vas partir vraiment au milieu du Canva et c'est là où tu rédiges vraiment mission, vision, valeur. Alors, réfléchis bien parce que même si une mission, vision et valeur, ça peut évoluer dans le temps, n'oublie pas que c'est ton étoile polaire. Donc, c'est vraiment ce qui va guider ton entreprise, guider tes actions. Ça va être vraiment la chose où
tout simplement ta clientèle va se retrouver, ta clientèle va acheter parce que ta mission c'est ça, parce que ta vision c'est ça et parce que tes valeurs ce sont celles-là, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi tes aspirations et c'est quoi tes principes. C'est ça, mission, vision, valeur, c'est pas plus compliqué. Ensuite, à la toute fin du Canva, là on va parler money du coup, et là c'est vraiment la structure des coûts, les retombées négatives, les retombées par contre positives parce qu'il faut un peu de positif là-dedans, et les structures de revenus. Donc dans la structure des coûts, en fait c'est simple, c'est tu dépenses combien et dans quoi. C'est pas plus compliqué. Les retombées négatives, c'est vraiment, en fait c'est quoi tout simplement les retombées que tu as connues ou qui potentiellement pourraient arriver sur tes activités d'entreprise, sur ton plan économique, sur ton plan social, par exemple. Après, tu vas avoir les retombées positives. Donc, c'est quoi les retombées positives connues ou potentielles de l'entreprise, que ce soit pareil sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan écologique. Et ensuite, tu vas avoir vraiment la structure de revenus, donc comment tes revenus en fait, entrent dans tes poches. C'est quoi les revenus que tu fais? C'est tout. Des gens qui ont des business un peu plus... Il n'y a pas de business modeste, mais imaginons quelqu'un qui va ouvrir une boutique de cupcakes. Oui. La plupart de ces personnes, en fait, ne font de modèle d'affaires que pour convaincre la banque de leur prêter de l'argent. Mm-hmm. Mais ils disent, genre, comment est-ce que tu pourrais convaincre une personne qui veut faire, par exemple, une boutique de cupcakes, que faire son modèle d'affaires, ce sera très important pour elle? Mais parce que déjà, la question, elle est vite répondue, franchement, parce que déjà, ça va te permettre de prendre des meilleures décisions. Faut imaginer, en fait, que tout simplement, ton modèle d'affaires, c'est un peu ta boussole, là. Tu vois, c'est comme Indiana Jones, là, et s'il n'avait pas de boussole, dans sa savane, il serait perdu. Tu vois. Mort, c'est pareil. Ouais. C'est comme Pirates des Caraïbes, tu vois, quand ils sont sur son petit bateau, là. C'est pareil. S'il n'a pas sa petite boussole, il n'arrive pas à la fontaine de Jouvence, tu vois, par exemple. Donc, ton modèle d'affaires, c'est la même. Vraiment, tu veux arriver à la fontaine de Jouvence. Chérie, écris un bon modèle d'affaires, là. Mais tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi et ton succès. Parce qu'à la différence de beaucoup de gens, les gens qui ont un bon modèle d'affaires, ils ont un succès périn et long dans le temps. Parce qu'ils ont déjà tout anticipé, parce qu'ils ont tout planifié. Et que, en fait, ils savent exactement comment réagir face à telle ou telle situation. C'est déjà anticipé dans leur modèle d'affaires. Par contre, si tu n'as pas de bon modèle d'affaires, comment tu prends des bonnes décisions? Après, le modèle d'affaires, ça va te permettre d'avoir un alignement avec ton équipe. Deuxième chose très importante, parce que sans équipe, tu vas où? Nulle part. Et même si tu commences tout seul, tu vas être aligné avec toi-même. Tu vois ce que je dis? Non, mais c'est vrai. Hein. En fait, le problème, c'est que si tu n'as pas un bon modèle d'affaires, comment tu veux littéralement driver une équipe entière? Tu peux pas, tu sais déjà même pas toi-même te cadrer. Tu sais déjà même pas toi-même mettre sur papier ce que tu dois faire avec ton entreprise. Tu peux pas driver une équipe. Ensuite, tu vas identifier tes lacunes. Donc vraiment, en fait, le modèle d'affaires, comme je disais, tu l'updates. Le Canva, tu vas l'updater tous les ans. Pour être sûr d'identifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme ça, tu arrêteras de perdre des heures sur des choses qui, manifestement, ça ne marche pas. Là. Tu n'obtiens aucun revenu. Au contraire, ça t'engendre des coûts supplémentaires. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds ta sueur, tu t'énerves. Bon, il n'y a rien de bon. On va éviter d'aller chez le psy et payer 45$ la séance, tu vois. Donc, voilà. Pourquoi avoir aussi un bon modèle d'affaires. Mais en fait, c'est aussi... Ça va te permettre d'être rétroactif, en fait, dans le sens où, par exemple, si tu veux augmenter tes ventes, si tu veux augmenter ta clientèle. Fort de toutes ces idées, fort de tous ces concepts, donc merci beaucoup Théa Gomez pour ta lumière. J'ai réfléchi rapidement à un cas pratique. Oh. Ça peut arriver à tout le monde de vouloir se lancer dans l'industrie du luxe. Donc j'ai une idée et ensemble, tu vas nous aider à structurer cette idée pour avoir un bon modèle d'affaires et un bon plan d'affaires. Ok, je vais prendre un papier, un stylo. Parce que là, je te vois venir. Donc, je veux lancer des sculptures en cire de bougies. Non, mais toujours plus loin de aussi. 1 mètre.
Ce sont des bougies parfumées. Ce sont des sculptures de bougies parfumées de 1 mètre de haut. Aïe. Je veux en faire un produit de luxe. Alors, attends. Ouais. Première chose, bougie. Parfumée de 1 mètre. Parfumée. Sculptée. Ok. Donc je suis dans l'axe du luxe. Mhm. Chaque sculpture est unique. Donc je n'en fais qu'un seul modèle. Mhm. Et je laisse transparaître une version de la statue en miniature, en or, une fois que toute la cire s'est évaporée. Donc pour t'expliquer, Oh my god. c'est une bougie de 1 mètre qui a la forme d'un ange, Ouais. avec le feu en haut. Oui. Une fois que toute la bougie est évaporée, à la fin, tu trouves une petite statue en or qui a le même modèle que la bougie. Ok. Donc c'est ça le concept que je veux apporter au monde. Je trouve que mon concept est brillant, que je veux être une clientèle facilement, parce que ça n'existe pas ailleurs. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Mhm. Donc je vais appeler ma marque Naem. Et comment? Naem, Toujours plus long. toujours plus haut. Alors déjà, le nom... si vous prenez cette idée, changez le nom de l'entreprise. Hein, parce que vraiment... C'est une idée gratuite. Je Claqué vous la, au sol. Je vous la donne. Claqué au sol. Je vous la donne. Bon, allez, Naem, ok. Naem, et du coup, comme je t'ai dit, je me positionne dans du luxe. Donc je veux juste faire 20 bougies par an. 20 bougies par an. Ouais, Ok, je vais sélectionner mes clients. Donc tu peux me demander, tu peux me faire une commande et je peux refuser si tu ne réponds pas à mes critères. Ok. Et le prix de mes bougies varie entre 50 000 et 250 000 $. Eh ben, Ouais. super. Donc, comment est-ce que je m'y prends pour faire un bon plan d'affaires? Ok. Bon, alors là, peut-être que effectivement le modèle d'affaires Canva responsable n'est peut-être pas approprié. Peut-être par contre celui de... Alors je sais pas si je vais bien prononcer le nom de famille, mais celui de Alex Osterwalder, D'accord. qui est suisse il me semble. Enfin je sais plus, mais en tout cas il a fait un super modèle d'affaires qui est vraiment utilisé dans tout ce qui va être gestion et innovation. Tu vois, un petit peu plus. Donc c'est celui-là, il est vraiment pas mal. Je le mettrai aussi dans la barre de description parce qu'il s'applique plus à d'autres cas, par exemple. Bon, avant toute chose, du coup, parlons bien. Est-ce que Monsieur Darbou, pour votre entreprise Naem, avec son nom claqué au sol, entre parenthèses, avez-vous identifié votre cercle d'or? Mon cercle d'or? C'est quoi? C'est une pièce? Non, c'est un ballon? Je dessine un cercle autour de moi? Non. J'ai pas compris. Ok, non, ton cercle d'or. Le cercle d'or, c'est inventé par Simon Sinek. D'accord. Donc ça va être vraiment de définir ton why, how, what. Ok. Donc c'est vraiment la technique utilisée par exemple par Apple. Ok. Ton fameux que tu adores répéter. Oui, think different, oui. Yeah, think different. C'est vrai. Ok, donc avant du coup de rédiger ton modèle d'affaires, on a dit tu t'es posé les questions, machin, nanana, très bien. Pas revenir sur les questions, sinon on revenait au début de la vidéo. Et du coup tu vas maintenant passer à ton cercle d'or. D'accord. Identifie ton why. C'est quoi ton why? Les gens fortunés puissent avoir un axe de plus de différenciation. C'est-à-dire qu'ils aient accès à un produit rare pour montrer un peu leur côté privilégié, tu vois. Ok. Et du coup, si je dois vulgariser ton why, moi, ce que ça me fait penser, c'est vraiment le luxe d'être soi. Le luxe d'être soi, le luxe autour de moi, le luxe d'être soi. Ouais. Parce que tu t'adresses à une clientèle riche. Oui. Et avec un élément de différenciation. Donc, je leur donne le luxe d'être eux-mêmes. Exact. Intéressant. How? Avec des produits écologiques, bio, mais qui coûtent très cher, puisqu'il y a de l'or aussi, donc des produits de valeur. Ok, vegan, bio. En fait, j'ai fait vivre plusieurs expériences, puisque je fais travailler tes yeux, parce que tu vois la sculpture, ton odorat, parce que c'est une bougie parfumée. Donc je mets il y a un ensemble de saveurs que tu découvres au fur et à mesure que la bougie est brûlée. Je dirais, avec tout ce que tu m'as dit, que ton how, c'est vraiment de créer donc une expérience sensorielle
inoubliable en associant l'art de la parfumerie avec l'exclusivité d'une statuette Doré. personnalisée en or, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, parfait. Donc ton watt, Ben, c'est ma statuette. du coup, ce serait, tu proposes une gamme de bougies parfumées de qualité supérieure, obvious, et Très supérieur. dont chaque pièce est associée donc à une statuette en or Ouais, personnalisée ouais. pour des personnes Fortuné. fortunées. Exact. Magnifique, c'est ça. Ok, parfait. Oui, tu as très bien compris. Ok. Ok, nickel. Ça va, c'était pas une mince affaire. Donc, toujours à me poser des questions compliquées. Mais bon, au moins, franchement, je suis... j'ai le cerveau. Ouais, oui, faut répondre comme ça. Bon, ok. Une fois que tu as fait ton cercle d'or, donc on se souvient de ce qu'on s'est dit, là, avec ton nom d'entreprise éclaté au sol. Ouais, mais Ah, je sais pas pourquoi je trouve ça éclaté au sol. Vraiment. ça vaudra de le dire un jour. Ok, comment du coup tu vas procéder pour ton modèle d'affaires? Là maintenant tu prends ton papier, tu rédiges. D'accord. Donc ce que tu vas faire c'est identifier les segments de clientèle principaux. Donc tu commences par dresser une liste de tes principaux segments de clientèle. Ok. Que ce soit des groupes de personnes, d'entreprises, ouais c'est ça, groupe de personnes, d'entreprises, ou ben là dans ce cas-ci ce serait du coup les personnes ayant un certain montant associé à leur compte en banque. Exactement. Et tu vas commencer du coup à examiner ces segmentations de clientèle, parce que c'est une étape cruciale donc pour définir ton propre modèle d'affaires. D'accord. Donc en identifiant tes segments de clientèle principales et en tenant compte des critères tels que la valeur, les habitudes d'achat, Oui. qu'elles soient en physique ou en ligne, Mhm. les produits d'intérêt, Mhm. le secteur d'activité. Oui. En fait, tu vas aller au-delà des généralités et tu vas comprendre pourquoi chaque segment de ta clientèle est unique. Très Et bien. du coup, comment tu vas la desservir. Ok ? Ok. Ensuite, tu vas définir vraiment ta proposition de valeur. Donc, c'est là où le cercle d'or va être utile, parce que c'est ça ta proposition de valeur. C'est le cercle d'or. Ouais. Ok ? Donc, pour chaque segment de clientèle, tu la valeur que tu offres. Donc là, c'est vraiment jouer en fait sur ton why, parce que c'est ton why qui va vendre. Donc, le luxe d'être soi. J'avoue que par contre, si on crée une entreprise là-dessus, j'ai trouvé un vrai why là. Et plus je le répète, plus je me dis, il est incroyable ce why. Il est hyper swag. Non, il est vraiment très, très... T'as dit swag là? J'ai dit swag. Ouais, peut-être qu'on était en Je sais pas. 2010, Je sais pas on est en 2007 genre. Je sais pas pourquoi j'ai dit swag. Enfin bref, bon, on repart sur notre valeur. Donc c'est vraiment, en fait, ton produit ou service, là en l'occurrence tes bougies avec ta statuette, c'est vraiment ta statuette qui est ta proposition de valeur. Parce que c'est ça l'élément de différenciation, le fait qu'elle fasse 1 mètre, le fait que tu t'adresses quand même à une clientèle assez riche. Donc même par exemple, petit tips, ton nom d'entreprise, crée-le en majuscule. Ça c'est un tips de marketing. Bref. Ok. Et du coup, comment tu vas répondre aux besoins et problèmes de ta clientèle à travers la valeur que tu es en train de créer. Donc en quoi ta bougie là est différente du marché, tu vois. Ouais. Et tout simplement, c'est ce qui va te permettre, du coup, grâce à ton cercle d'or, donc à ton fameux why, how, what, et grâce à la valeur et la segmentation de la clientèle que tu as fait, c'est ça en fait qui va te permettre vraiment de les attirer, de les fidéliser. Ok. Et du coup, après, de refaire tes stratégies de communication marketing, toujours en innovant de plus en plus. Oui. Tout simplement. Donc là, il faut juste en fait que tu réfléchisses vraiment à pourquoi tes clients achètent chez toi. C'est pas plus bête que ça. Pourquoi ils achètent chez toi et pas chez ton concurrent? Et une fois que tu as su identifier ça, tu sais, c'est bête, hein, mais il n'y a personne qui se pose cette question. C'est vrai. Si tu te poses juste cette question, c'est bon, t'as ta strat, hein. C'est fait. Pourquoi toi et pas un autre, tu vois? Ouais. Mais moi, je Ou pense que pourquoi toi, tu t'achèterais à toi-même aussi. Ouais. Mais moi, je pense que c'est évident. C'est évident. Oui, non, mais désolé, monsieur Lux. Là, Ensuite, tu vas choisir tes canaux de distribution. Donc en fait, c'est comment tu vas atteindre tes clients. Est-ce que c'est les réseaux sociaux?
Est-ce que tes clients, ils préfèrent lire le petit journal? Est-ce qu'ils aiment bien les newsletters? Est-ce qu'ils aiment bien les petits blogs? Non. Est-ce qu'ils préfèrent LinkedIn? Est-ce qu'ils préfèrent les golfs? Non, Ok. Eh ben là, tu le sais. Oui. Tu vas... Et puis même des événements. Par exemple, chose très bête que les gens oublient systématiquement. Et vous n'avez pas un meilleur canal de distribution qu'un événement, hein, les gars. Vous créez une conférence, un test produit, je sais pas, un événement où vous mélangez artistique et en même temps votre proposition de valeur. Et bam, vous avez subjugué tout le monde. Donc, vraiment, les canaux de distribution, ils sont vraiment essentiels pour atteindre votre clientèle, mais encore faut-il que vous connaissiez par quels canaux de distribution vos clients interagissent, quoi, tout simplement. C'est quoi les canaux qu'ils préfèrent. Exactement. Et une fois que ça, vous l'avez, mais vous pourrez faire du coup vos campagnes de marketing, de communication, d'email, etc., etc. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais ça va pas plus loin que ça, les gars. C'est aussi... Désolé des termes, mais c'est con comme le monde, quoi. C'est la seule question dont vous allez devoir vous poser, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ensuite, vous allez gérer vos relations avec la clientèle. Très important. Ce segment, il est très important parce que ça va faire que vos clients reviennent à vous systématiquement. Ça va faire que du coup, votre affaire, là, votre business va décoller parce que vous avez fidélisé. Alors que si vous faites de la vente forcée, de la vente directe et que c'est un peu border, on va dire, vous reverrez jamais vos gens. Oui, ils vous ont acheté une fois, mais ça veut dire que vous allez devoir travailler tous les mois à aller chercher je ne sais combien de personnes pour faire vos chiffres. Alors que si vous les avez déjà fidélisés, tous les 2 mois, ils reviennent chez vous. En moyenne. En moyenne, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Si par exemple, vous avez un produit comme, je sais pas, des produits de beauté, ou si vous avez des... là, la bougie, non, je pense que ce sera plus 3-4 mois, pour le coup, si elle fait 1 mètre. Bon, quoique, ça dépend, parce qu'ils peuvent la mettre durant toute une soirée. Ah, tu vois. Ouais, je viens de voir tes yeux en mode illumination. Ouais. C'est vraiment... Moi, je me suis dit, là... J'ai pas pensé à ça. J'ai vraiment un cerveau. Bref, par exemple, tu pourrais... Nouveau canal de distribution et de clientèle cible, les soirées mondaines. Où du coup, par exemple, tu pourrais faire brûler tes bougies, les vendre, je sais pas, Met Gala par exemple. Non, je dis des bêtises, mais ça peut marcher. À 100%. Par exemple. Ensuite, tu vas établir tes flux de revenus. Donc, en fait, c'est juste identifier comment tu fais rentrer l'argent. That's it, that's all. C'est par quel client segment de clientèle que tu fais rentrer l'argent, lequel te rapporte le plus de money pour axer du coup ta stratégie, et c'est tout. Ça va pas plus loin. C'est tout. C'est la seule question que, encore une fois, tu dois te poser. Après, pour identifier tes ressources clés. Donc là, c'est vraiment déterminer les ressources qui te sont nécessaires pour offrir du coup ta proposition de valeur, ton produit ou service. Donc là, en l'occurrence, pour cette bougie, tu as la cire de qualité, tu as l'or, le fait de la sculpter, donc la main-d'œuvre nécessaire à ça, les parfums. Donc là, pareil, va falloir que tu fasses affaire peut-être avec des parfumeries haut de gamme, etc. pour te créer vraiment un parfum propre à ta bougie ou différentes bougies là, que tu vas créer. L'or, tu vas le chercher où? Comment tu le transformes? Comment... C'est pas les trucs de forgeron, là, comment on appelle ça? Ouais, c'est les brûlés, là. Ouais, comment tu le forges. Ouais, c'est ça, comment tu le forges, ouais. Ok, parfait. Donc, c'est un petit peu tout ça. Écoute, merci beaucoup, Théa. Non, j'ai pas fini. Ah, d'accord. Ça va te garder. Allez, on continue. C'est de la méthodo, là. On parle méthodo. Après, tu vas définir tes activités principales. Donc, c'est tout simplement les activités principales nécessaires pour offrir ton produit-service, donc ta proposition de valeur, et donc encore une fois maintenir ta relation client forte. Donc là, dans définir tes activités principales, ça peut être vraiment la gestion des stocks, le service client, le marketing, par exemple. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, tu vas identifier tes principaux partenaires, donc tes partenaires stratégiques qui sont nécessaires pour soutenir ton activité si tu as. Après, par exemple, tu vas avoir tout ce qui va être
je sais pas, les plateformes web aussi, où tu distribues. Tu vas avoir les fournisseurs tels que les partenaires d'expédition, là, dans ton cas, je dirais, parce que c'est un peu de l'export-import. Donc, ça dépend où est-ce que tu l'envoies, par quel billet, est-ce que tu as besoin de camion, ou est-ce que tu l'envoies par avion, ou etc., etc. Bon, t'as compris. Et après, tout simplement, faut garder en tête que des partenaires, ça évolue dans le temps en fonction de ton offre, du revenu, etc. Donc, c'est pas figé. C'est pour ça que je disais, tous les ans, vous updatez le Canva. Pas nécessairement le modèle, mais le Canva, c'est nécessaire parce que tes fournisseurs vont changer dans le temps, là, par exemple. Ouais. Et les partenaires, c'est pareil. Donc, c'est aussi voir ton évolution à travers tes différents Canva. Et en vrai, moi, quand je reprends mes modèles d'affaires d'il y a 3 ans, je suis quand même fière, par exemple, de voir l'évolution. Et puis, ça me permet aussi de voir où ont été les erreurs, qu'est-ce que je dois pas refaire, mais par contre, qu'est-ce qui a très bien marché et que, du coup, j'essaye de bonifier d'année en année, quoi. Et après, tu vas établir la structure de tes coûts, tout simplement. Donc, en fait, c'est déterminer tous les coûts associés pour produire ton modèle d'affaires, donc ton produit ou service. Donc là, en l'occurrence, dans ta bougie, ça va être vraiment les frais de production, de marketing, de distribution. Va falloir que tu tiennes tes comptes et que tu calcules les coûts récurrents, que tu évalues ta permanence aussi, par exemple, si tu as besoin d'une permanence, donc c'est-à-dire tes employés, combien ils te coûtent en salaire, en assurance, par exemple les syndicats s'il doit y avoir. Et puis après, je crois que c'est un petit peu tout, je crois que j'ai fait le tour là. Bon, dans tous les cas, si j'ai pas fait le tour, n'hésitez pas à écrire en commentaire. C'est vrai qu'effectivement, là j'enlève la casquette de Marvin l'entrepreneur en herbe qui propose un concept et tout. C'est vrai que ce que tu as dit, c'est hyper pertinent. Et aussi, il faut savoir que chaque industrie a ses codes. Oui. Aussi. Oui. Quand tu es dans le luxe ou quand tu es dans d'autres industries, c'est particulier. Tu ne peux pas te lancer dans le luxe comme ça, en fait. Non, tu peux pas montrer. Il faut connaître comment ça... Parce que c'est une clientèle très exigeante. Il ne faut pas que... Il ne faut pas que tu fasses trop de pub. Exactement. Tu ne dois pas faire trop de pub parce que ça va te desservir. Il faut que ton produit soit rare. Oui. Qu'ils aient l'impression de chercher vraiment. Il faut qu'il y ait accès à un secteur privé. Il ne faut pas trop changer tes habitudes. Parce que c'est des gens qui ont des habitudes très précises. Ils sont et très le moins changement peut les frustrer. Parce qu'ils sont très exigeants, ça peut les frustrer rapidement. Donc il y a tout ça qu'il faut. Il faut vraiment étudier chaque industrie pour savoir comment ça se passe et tout. Et pouvoir justement... livrer proprement ton produit ou ton service. Les et tu fais très bien de dire ça, Marvin, parce que du coup ça m'amène à vous donner des autres tips. Une fois que vous avez fini votre modèle d'affaires tout simplement, là vous allez partir sur des analyses associées au modèle d'affaires et au Canva de votre modèle d'affaires. Donc le FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Le SMART dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Les 5 forces de porteur. Et en fait, en faisant ces 3-là, et même l'analyse Pestel, en vrai, vous pouvez faire l'analyse Pestel aussi. Et en faisant, je vous mettrai tout dans la description encore une fois, mais faites-les parce que c'est ce qui va vous permettre de bien déterminer votre cible en fait. C'est ça. Et du coup d'évaluer vraiment toutes les opportunités, par contre toutes celles qui n'en sont pas, toutes les menaces, toutes les faiblesses. Et c'est pas si compliqué, faut juste... Mais si vous avez besoin, je pourrais vous mettre les questions que moi je me pose quand je fais ces analyses. Si c'est pas assez précis, n'hésitez pas à me demander, je vous le mettrai... je vous répondrai ou je vous enverrai tout simplement mes analyses. Et ensuite, arrivons un petit peu à la fin de ce podcast. Comment utiliser ton modèle d'affaires pour accéder à ton succès? Très bonne question, monsieur Darboux. Avec grand plaisir. En fait, tout simplement, ton modèle d'affaires n'est pas seulement un document statique comme on te l'a dit tout au long. Ça va être vraiment un outil qui est dynamique et qui va te guider vers le succès. Et en fait, pour l'exploiter pleinement, tout simplement, il faut que tu identifies tes domaines de problématiques, que tu maximises tes opportunités, que tu élabores du coup des stratégies commerciales gagnantes. Et pour ça, il faut que tu analyses les goulots d'étranglement. Donc c'est ce que je disais, quand tu updates tous les ans ton modèle d'affaires, tout simplement, tu vas voir en fait les détails qui sont perturbants,
les activités clés par chaque segment de marché. Et là, tu vas pouvoir du coup rechercher tout ce qui est goulot d'étranglement et les points de blocage en fait. C'est vraiment des points de blocage sur ton modèle d'affaires. Par exemple, je sais pas, si la gestion des stocks est une activité clé, mais que c'est défaillant chez toi, ben, ça indique qu'il y a un goulot d'étranglement potentiel à résoudre. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est vraiment faire l'analyse RCA, donc Root Cause and Analysis. Et tu vas pouvoir du coup faire après ton analyse 80-20 Pareto pour identifier ce goulot d'étranglement. Et du coup, le supprimer de ton modèle d'affaires. Après, tu vas évaluer l'efficacité des flux de revenus. Tout simplement, en fait, c'est vraiment par chaque segment de clientèle. Tu vas évaluer si les efforts que tu as déployés, donc le temps et l'argent que tu y as mis là, ça t'a ramené de la rentabilité. Et, surprise, mi amor, si jamais tu es en dessous de 12% de rentabilité, là, après analyse, c'est pas bon, loulou. Oublie. C'est minimum 12% de rentabilité. Si tu n'as pas atteint les 12% de rentabilité, là, oublie ça. Et du coup, après, tu vas investir tes efforts tout simplement dans ce qui te fait avoir le plus gros flux de revenus. Et ce qui te fait avoir un faible flux de revenus, tu l'oublies, tu l'écartes. Et tu passes à autre chose. Ensuite, tu vas envisager de nouveaux segments de marché. C'est très important. Parce que pour utiliser ton modèle d'affaires et le mener jusqu'au succès, il faut que tu évalues les nouvelles opportunités. Il faut que tu sois innovant, mais pas trop innovant non plus. Et c'est d'où j'ai inventé la théorie de l'innovité. Je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais... la théorie de l'innovité. Donc, il faut que ton produit soit nouveau, mais pas trop nouveau. Il faut qu'il soit innovant, mais pas trop innovant. Je te ferai un petit dessin si tu veux. Comme ça, tu pourras voir effectivement ma théorie de l'innovité. Mais si tu mets ça en pratique, ma théorie de l'innovité, là, c'est sûr que tu vas décrocher de nouvelles opportunités. En tout cas, moi, ça m'a jamais desservi. Je l'ai toujours utilisé. Et puis en plus, cette théorie me vient de Flavien, qui est un très bon conférencier. Et en fait, de base, j'ai essayé d'expliquer à Marvin cette théorie. En fait, tu as créé une nouvelle théorie. Et j'ai créé... Non, mais explique-moi la théorie. Ouais, c'est clair. En fait, j'essayais juste à l'aide de mes connaissances, d'expliquer la théorie à Marvin parce que j'avais pas le bouquin sous les yeux. Et en fait, j'ai créé une nouvelle théorie, mais incroyable, genre, vraiment, elle est incroyable. On se disait, mais waouh, on allait revoir dans le bouquin, c'était pas du tout ça. Hein. mais c'était très pertinent. Ouais. Mais en vrai, je vais peut-être la mettre dans un post, du coup, LinkedIn, comme ça, vous pourrez la voir, ce sera cool. Mais en vrai, mettez en place la théorie de l'innovité. À coup sûr, ça marche. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir élaborer du coup votre plan d'action. Donc un plan d'action, mes petits choris, c'est sur 12 mois. Pas plus, hein, c'est sur 12 mois. Et vous faites des updates tous les 3 mois. Donc Q1, Q2, Q3, Q4. Pour voir les avancées du plan d'action, si vous avez vraiment fait tous les OKR et KPI. Si c'est pas le cas, il y a un petit souci. Du coup, il faut un peu mettre la marche arrière là et revenir et regarder où est-ce que ça n'a pas trop marché, quoi. Et ensuite, vous créez votre plan stratégique tout simplement. Donc là, vous utilisez, comme je vous ai dit tout le long, le Canva du modèle d'affaires. Pour vous baser là-dessus, créer votre plan stratégique complet, mais je pense qu'on fera vraiment... là, je me rends compte qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast du coup sur différenciation de plan d'affaires, plan d'entreprise, plan stratégique. Ouais, on va faire... ça va être bien. Du coup, on va vous faire un autre podcast là-dessus, mais tout simplement, c'est vraiment identifier vos objectifs à long terme pour votre entreprise, les étapes spécifiques nécessaires pour les atteindre. Donc là, vous pouvez vraiment vous faire des scénarios à la Hollywood, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous mettez tout dans votre modèle d'affaires, tout simplement, qui va vous servir de guide tout au long du processus et du coup qui assurera chacune de vos décisions stratégiques qui sera alignée avec votre équipe et avec la vision globale de l'entreprise. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, parce que je sais que ça fait beaucoup à digérer, votre modèle d'affaires, c'est bien plus qu'un simple document, c'est vraiment le fondement de votre entreprise. Ok, donc on le chouchoute, on l'update, on laisse de côté ce qui ne marche pas, et puis tout ira bien. Voilà. Oui, c'était un bisou. Bon, je pense qu'on est sur
On est sur une fin. On est sur une fin, donc on espère que, on est sûr que ce chapitre sera utile. Donc n'hésitez pas à nous donner des retours comme d'habitude. Et oui, d'ailleurs, merci beaucoup pour ceux qui nous font des retours. Merci aussi de venir à notre rencontre parce qu'on a rencontré pas mal de personnes du coup qui commencent à venir vers nous en physique. Donc c'est toujours un plaisir de parler avec vous et merci pour le soutien. Abonnez-vous. La célébrité, c'est bien. Qui s'y raconte lui. Enfin bref, allez, bisous. The Marvin and THO, c'est fini. Gros bisous, à la semaine pro.